C'est avec un immense bonheur que Mon Ciné Balado reçoit Pamela Bisson, une artiste en art médiatique de Québec, qui est fondatrice aussi d'un organisme très chouette qui implique beaucoup les enfants, le Machin Club. Donc, elle pourra nous en jaser. Et on reçoit aussi Pamela dans le cadre du Festival de cinéma en famille de Québec, un festival qui se tient là, pendant cette semaine de relâche ici dans la région de Québec, où on projette beaucoup de films en exclusivité, des films d'animation, dont Pamela est membre du jury pour enfants. Donc, jury pro-enfants ou jury pro? Non, merci. Il y a les deux. Je suis membre du jury pro, mais je m'occupe aussi du jeune jury, donc t'as pas tout faux. Voilà. C'est les deux. Et puis, donc, elle va nous parler aussi de ce volet-là, qu'on connaît peut-être un peu moins comme cinéphile, parce que Pamela a quand même voyagé beaucoup, participé à beaucoup de jurys de films. Alors, voilà. Alors, merci d'accepter cette invitation. Merci pour l'invitation. Moi, je voudrais juste savoir, tout d'abord, peut-être comme première question, très de base, mais d'où est née cette passion pour le cinéma? Est-ce que ça remonte quand tu étais vraiment toute jeune, toute petite? Oui, moi, je me passionne pour les arts sous toutes leurs formes. J'ai choisi le créneau, le médium de la vidéo, du cinéma, des arts médiatiques pour m'exprimer en tant qu'artiste, puis aussi pour mobiliser les jeunes dans des projets qui font du sens, ou c'est un anglicisme, en tout cas, qui... J'essaie de faire attention. Donc, c'est le cinéma, c'est sûr que pour moi, il y avait un désir de poursuivre un peu la mission de Roch de Mers dans un écosystème qui a évolué, qui n'est pas celui dans lequel les Contes pour tous ont émergé dans les années 80. Donc, avec la présence du web, avec les outils qu'on a aujourd'hui, comment on peut raconter des histoires, puis comment on peut mettre les jeunes au centre de ces histoires-là. C'est un peu ce qui m'a motivé à fonder le Machin Club, puis à imaginer toutes sortes de projets, là. Puis le Machin Club, si on l'attaque, c'est quoi exactement? C'est comme un genre d'incubateur de projet? Oui, incubateur, ça serait un bon mot, parce que dans le fond, le Machin Club a évolué au fil de ses projets depuis sa fondation en 2015. Puis son objectif, c'est toujours de produire des arts médiatiques avec et pour le jeune public. Et ces projets-là vont se définir en fonction des alliances qui se créent avec les autres organismes culturels du milieu, mais des fois pas nécessairement non plus dans le milieu culturel. Le but, c'est pas de créer de genre, on n'est pas une école de cinéma, c'est un organisme à but non lucratif qui veut produire des arts médiatiques en s'alliant avec les jeunes, donc toujours avec des professionnels aussi dans chacun des projets, mais en permettant aux jeunes d'avoir une voix sur les différentes plateformes, puis dans des projets artistiques qui vont peut-être éveiller, allumer des étincelles en eux. Donc, comme je disais, le but, c'est pas de faire de jeunes réalisateurs ou de jeunes journalistes, c'est vraiment de les éveiller au monde qui les entoure en utilisant tous ces processus de création comme prétexte pour les rendre des citoyens encore plus... citoyens et citoyennes encore plus... ouverts ou allumés. Ancrés dans leur communauté, en lien avec le milieu artistique, oui, mais aussi avec ce qui se passe socialement et tout ça. Je pense que vous travaillez quand même avec des jeunes, même d'âge primaire, donc ça commence assez tôt. Vers quelle tranche d'âge là, que vous ciblez? Ça dépend toujours des projets, mais dans ce que le Machin Club propose de façon autonome, c'est à partir de la maternelle. Si un enfant a cette volonté-là, en fait, si les parents voient ce que le Machin Club fait, puis l'enfant se reconnaît là-dedans, ou l'enfant aurait envie de participer à des projets de télévision jeunesse, mais n'a pas nécessairement la maturité pour être un jeune acteur, mais aurait envie de se déployer dans sa personnalité, dans sa créativité à travers des projets qui vont toujours être différents, diverses, le Machin Club s'adresse à lui. Donc, il peut devenir membre. Et là, après, comme je suis membre de Spira m'informe des projets artistiques qui sont en cours. Des fois, ça m'appelle, des fois, ça m'appelle moins. Même chose pour les membres du Machin Club au final. Excellent. Moi, j'aimerais peut-être juste revenir un peu sur ton parcours. J'avais vu que tu avais étudié en animation. En animation et recherche culturelle à l'UQAM. C'est pas l'animation 2D, l'animation 3D.
C'est l'animation dans le sens de l'action culturelle, vraiment. Donc, c'est un bac qui est assez multidisciplinaire dans le sens où à l'UQAM, on a la possibilité d'aller choisir des cours qui sont soit dans le volet sociologie ou dans le département des communications ou dans le milieu artistique aussi. Donc, tu peux faire un cours de marionnette dans ta formation si tu sens que ça va avoir un sens. Puis, c'est sûr que pour quelqu'un, jeune adulte qui s'en va dans ce programme-là puis qui ne sait pas nécessairement vers où tirer ses lignes, il peut s'y perdre. Mais moi, j'ai toujours eu cette volonté-là de rendre les arts accessibles avec les moyens que je peux avoir, que j'ai su en tirer profit finalement. Donc, j'ai fait un stage universitaire à l'émission Ramdam. Puis, oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de cette expérience-là? Ça a été quand même une émission très marquante pour une génération. Ouais. Ben c'est ça. Ben, puis je me rends compte, moi, ça a été marquant aussi dans mon processus professionnel parce que je vois que ce que j'ai appris ou ça se répercute dans ma façon de faire aujourd'hui d'une certaine façon. J'étais à la production, mon stage était à la production au contenu, donc vraiment pour nourrir les auteurs dans l'écriture des scénarios. Puis Ramdam, c'est vraiment un casse-tête de contraintes parce que c'était une émission qui était là du lundi au jeudi, je pense. Donc, c'est 4 fois par semaine. C'est une équipe d'auteurs. Il y a plusieurs personnages. Donc, chaque comédien a ses contraintes UDA ou son nombre d'épisodes dans lesquels il va avoir le droit d'apparaître pendant la saison. Donc, tous ces éléments-là, le nombre de décors que tu vas utiliser, la thématique de l'épisode, si on parle de l'intimidation, XYZ, donc l'auteur part de cette thématique-là, puis après ça, choisit quel personnage va porter la thématique. Puis, ben, à quelque part, tout ça, ça m'a outillé, même si au moment où je le vivais en 2007, j'avais l'impression que c'était un monde contraignant. J'avais plus envie d'aller explorer le web parce qu'il n'y avait pas encore de balises. Donc, c'est ça qui a fait en sorte que j'ai plus, au lieu de rester vivre à Montréal, je suis revenue à Québec en me disant faisons les choses ici. Je pense que c'est possible maintenant qu'on a de plus en plus les outils puis que les choses se démocratisent. Et justement, comment est né le Machin Club? Qu'est-ce qui a été le déclic pour partir? Le déclencheur, je dirais que c'est un moment où les gens j'avais déjà comme amorcé des projets avec des écoles. Puis les gens m'approchaient pour savoir si j'avais des franchises ou si mes projets étaient comme structurés. En tout cas, je me rendais compte que ce que je faisais méritait une structure, une façon de... Spira ne dédie pas toutes ses actions à la jeunesse, même si parfois il y a des projets de médiation culturelle. Moi, je voulais un organisme qui se dédie à ça principalement. Donc, j'ai comme eu aussi, à un certain moment, l'accumulation d'expériences professionnelles qui font en sorte que tu arrives un peu à un cul-de-sac. Tu es là, ben, ça me prend un outil, ça me prend un véhicule. Puis ce véhicule-là, c'était le Machin Club. C'est comme de créer un organisme à but non lucratif qui allait permettre d'ouvrir des portes pour créer des projets que j'aurais pas pu créer en restant juste une artiste individuelle qui tente de mener ces choses. Ouais, c'est super beau. Puis ça fait plusieurs années aussi que tu participes au FCEQ, au festival en famille. Il me semble qu'il y a eu de la radio, des balados de la radio. Depuis le début du Machin Club, en fait, depuis 2015. Donc, c'était à la Pyramide. Puis même avant que le Machin Club soit constitué officiellement comme un OBNL, je m'occupais de la radio étudiante à l'école Anne Hébert. Puis c'est comme ça que j'ai un peu créé une communauté de jeunes qui avaient envie de participer à mes projets. Évidemment, ces jeunes-là, il y en a qui sont rendus au cégep. Là. le temps passe vite déjà. Puis, ben, le souci, c'est toujours d'avoir une relève de jeunes parce que moi, mon public cible, c'est vraiment l'âge de Ramdam. C'est 9-12 ans. C'est à partir... Après, quand on arrive au secondaire, la majorité des jeunes ont... une poussée d'hormones qui fait qu'ils sont un petit peu plus sensibles au regard des autres. C'est plus difficile d'aller dans la même magie avec eux. Quoique,
c'est encore possible de le faire, là. Il s'agit juste d'avoir le meilleur contexte puis de trouver les stratégies pour y arriver. Mais moi, mon cœur est là avec ce groupe d'âge-là. Mais on développe des projets avec le Machin Club en ce moment. Il y en a un en cours qui implique des ados et des aînés. Donc, vraiment, le Machin Club n'a pas nécessairement que la cible 9-12, mais c'est sûr que c'est son noyau fondateur. C'est les jeunes, tu sais, quand tu as envie de changer les choses, mais tu es encore un peu trop jeune pour aller faire toute seule la manifestation devant l'Assemblée nationale avec tes amis, puis tes parents ne te prennent pas nécessairement encore au sérieux non plus, mais tu as envie aussi d'être pris en considération dans les projets artistiques. Donc, c'est à ce besoin-là que je réponds. Évidemment, c'est pas tous les jeunes qui vont se sentir interpellés par ce qui est proposé, puis c'est correct. Il y en a qui iront faire du soccer. Moi, c'est une alternative. C'est ça, il faut que tout existe un peu. Moi, j'aimerais savoir un peu que tu nous parles de ton expérience de participante sur différents jurys. On sait que tu as eu l'occasion de voyager un peu pour ça. Est-ce que tu as des souvenirs marquants d'un festival? Je sais qu'avant hors d'onde, on parlait de ta plus récente expérience en Ukraine, puis tu nous parlais un peu de tout ça. Oui, je fais partie d'un réseau de gens qui se dédient au cinéma jeunesse qui s'appelle le CIFEJ, le Centre international du film pour l'enfance et la jeunesse. C'est né après la Deuxième Guerre mondiale à Bruxelles. Pendant quelques années, pendant une dizaine d'années, ça a été à Montréal. C'est encore à Montréal quand j'étais aux études universitaires. Puis après ça, le siège social s'est déplacé en Afrique du Sud et depuis 10 ans, il est déménagé en Iran. Mm-hmm. Et là, c'est l'équipe d'Iran qui a un petit peu plus la mainmise sur l'organisation ou la gouvernance de cette association-là. Mais je fais partie du CA depuis à peu près 1 an. Donc, je suis administratrice sur ce réseau-là et ça permet de découvrir comment les gens arrivent à mettre en place des projets pour les jeunes en cinéma ailleurs sur la planète. Puis, de temps en temps, ça te permet aussi d'avoir des invitations où tu vas t'impliquer comme jury. Et c'est ce qui est arrivé au mois de septembre dernier. J'ai été invitée pour la toute première fois, on m'a invité vraiment là, toutes dépenses incluses. Donc, c'est difficile à refuser malgré la menace pandémique puis les tensions politiques qu'on connaissait déjà au mois de septembre là, entre l'Ukraine et la Russie. J'ai accepté l'invitation. Je suis allée à Kharkiv 5 nuits. J'étais jury pour la catégorie court-métrage de fiction, court-métrage d'animation et série jeunesse. Donc, ça fait beaucoup d'Excel, de grilles Excel, de contenu à visionner. Quand tu regardes une série jeunesse, faut-tu que tu écoutes comme 5-6 épisodes ou il y en a juste un? D'habitude, il y en a juste un. Okay. Comme je vous parlais d'un autre jury plus québécois après, mais c'est ça, dans le fond, dans ce cas-ci, que j'ai trouvé vraiment particulier à Kharkiv, le festival s'appelle Ditiako Festival, c'est qu'il y avait vraiment... C'était comme des pommes et des oranges là, dans les catégories. Dans les séries jeunesse, par exemple, tu avais des séries d'animation pour les 3-4 ans avec des dinosaures qui ont des conflits entre amis. Puis une série pour ados produite par des Canadiens anglais, super bonne. Donc, c'est difficile de comparer les choses. Ou, mettons... Un contenu chinois qui n'a pas de sous-titres, c'est difficile à évaluer, tu sais. Fait que, tu sais, t'as beau... c'est difficile quand ça prend des sous-titres, là, 30 minutes que tu comprends rien. C'est difficile d'embarquer, fait que tu finis par t'endormir, surtout quand t'en as une longue. Donc, ils sont automatiquement discriminés sans sous-titres. Puis, il y a aussi... J'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de contenu qui provenait de l'Inde, mais vraiment pas... au niveau de la qualité, c'était pas... égal, tu sais, des choses qui avaient l'air de venir de la télé communautaire indienne. Tu sais, c'est pas comme si les Indiens ne savaient pas faire des films, là, le plus grand producteur de films au monde. Mais donc, il y avait des très bons films indiens, puis aussi des films, comment ça se fait que ça s'est rendu dans la sélection. Et puis, l'expérience était assez
particulière aussi parce que avec la langue, j'étais habituée de participer à des jurys internationaux, puis on va toujours communiquer en anglais entre nous. Mais là, on était divisés en équipes, et puis un des membres, on était 3 normalement par jury. Un des membres du mien était absent, et l'autre ne parlait qu'ukrainien, un professeur d'université renommé en cinéma. Donc, ça prenait un interprète. Et puis, lui avait reçu les informations quand même à la dernière minute également. Donc, il n'avait pas vu qu'il y avait 3 onglets dans le fichier Excel. Alors, il avait juste vu visionner les films courts-métrages de fiction. Donc, j'étais la seule à avoir vu les animations et les séries jeunesse. Okay. Alors, j'étais la seule à juger, évaluer. Il m'a demandé de lui expliquer ce que j'avais vu, ce que j'avais apprécié. Donc, finalement, la série jeunesse canadienne Detention Adventure a gagné grâce à moi, mais je me sentais un petit peu chauvine. Mais là, je la connaissais pas, donc c'est quand même particulier de voyager jusqu'en Ukraine pour découvrir un contenu canadien que j'aurais pu découvrir ici même en allant sur CBC Gem. Mais on n'a pas nécessairement tendance non plus à aller explorer ce qui se fait ailleurs au Canada tant que ça. Je vais aller voir. C'est comme ça que je t'aime en premier, tu sais. Bien avant d'aller voir ce que CBC Gem a proposé. Mais de plus en plus, je vais voir. Là, puis des choses que je trouve quand même assez intéressantes dans leur production. Donc, bref, ça, c'est l'expérience de Kharkiv, mais c'est sûr que c'est quelque chose de visiter un lieu comme ça, puis 6 mois plus tard, savoir qu'il est sous la menace de bombes. Mais t'as-tu eu le temps de visiter un petit peu, justement, ou t'étais en visionnement 24 heures sur 24? J'étais principalement en visionnement, mais j'ai quand même eu la possibilité d'aller dans des lieux, des attractions assez communes, là, comme le Gorky Park. Ouais. C'est comme le genre de parc central. Puis, il y a des manèges. Ce qui m'a impressionné le plus de Kharkiv, c'est la quantité de terrains de jeu, des parcs gratuits, là, pas les manèges qui coûtent des sous, mais des structures de jeux pour enfants de toutes les formes, de toutes les couleurs, de toutes les thématiques possibles, pirates, cirque, mais à quelques mètres de distance. T'es comme, je viens d'en voir un, quelques mètres, il y en a un autre, puis il y a des enfants partout qui jouent. Donc, c'est sûr que ça rend la chose encore plus percutante, parce que moi, ce que j'ai vu de cette ville-là, c'était une ville pour enfants. Une ville avec... puis justement, dans le parc où il y a les manèges, la grande roue, partout dans le parc, c'est comme si tu étais un petit peu dans Alice in Wonderland. Il y a des sculptures à hauteur d'enfants, des petits monuments, des enfants qui pêchent, des enfants qui jouent à la marelle, qui jouent à la corde à danser. Puis j'ai visité le zoo qui venait juste d'être réouvert, tout réaménagé, le plus beau zoo que j'ai jamais vu de ma vie, là, avec des espaces là, pour les animaux quasiment jaloux. Là. Tu sais, ça a l'air... d'habitude, tu te dis, ben voyons, ça n'a pas de bon sens comme traitement pour les animaux. Mais là, ils ont comme on dirait, c'est ça, le Walt Disney World au niveau de leurs installations, là, vraiment adaptées à leur façon de vivre. Là, s'ils ont des bassins ou des lacs. C'est ça. C'était un beau zoo. Puis j'ai visité aussi un autre parc où il y avait une source d'eau avec un aménagement qui faisait en sorte que les gens allaient se baigner là. Comment dire? Une espèce de petite baignoire, là, tout un peu installé avec... en ramenant ça saint, comme holy, une place sacrée. Une place sacrée où il y a des nuages qui font tomber de l'eau, mais ça provient tout de la source. Donc, c'est un endroit qui était naturalisé auparavant, mais qui a comme été urbanisé pour que les gens puissent en profiter. Puis j'avais trouvé ça très charmant. Puis avec les canaux ça, c'est vraiment le Central Park. Là. C'est pas le parc avec les attractions puis les manèges. Puis il y avait énormément de citoyens partout qui profitaient du parc, des gens qui pêchent avec leurs petits-enfants. Puis je trouvais que c'était une ville. Je m'attendais pas à être aussi charmée par Kharkiv. Mais j'ai été là que 5 nuits en même temps, là, puis j'ai vu que les plus belles choses. Donc, il y a peut-être plein d'autres choses que j'ai pas vues. Mais bref, c'est une expérience marquante. Mais j'ai été aussi jury pour un festival juste avant que la pandémie commence en décembre 2019. Je suis allée à New Delhi.
Wow. Puis là, et ce qui me marque de cette expérience-là, c'est que c'est la première fois que je voyais des gens porter des masques, là. Des masques comme on porte toujours maintenant. Puis nous, on s'en était fait offrir dans notre sac de jury parce que le smog puis la pollution était tellement intense au moment où on était présent qu'ils nous offraient ça en cadeau. Mais les gens là-bas le portent tellement pas que ça devient gênant comme toi, l'occidental, là, qui va porter ton petit masque parce que tu n'es pas capable de respirer le même air qu'eux. Donc, tu n'oses pas trop le mettre, à part quand tu circules dans les petits taxis tap-tap dans l'air de gaz à toute vitesse. Mais donc, ça, c'est une expérience aussi extraordinaire, là. Puis à chaque fois, d'un festival à l'autre, il y a toujours un ou deux films que tu as vus. Mais il y en a toujours des nouveaux à voir. Donc, participer à des jurys comme ça, c'est juste pour moi comme une période d'inspiration, un temps de réflexion, voir ce qui se fait ailleurs, puis comment ils le font. Mais si on compare ça, est-ce que tu trouves, comment est le cinéma familial ou pour enfants canadiens ou québécois, t'sais? Est-ce qu'on manque un peu justement de films de fiction comme Rock de Mers puis Les Contes pour tous faisaient? Mais je sais qu'il y a beaucoup de cinéastes qui ont la volonté de le faire. C'est sûr que, mettons, en Europe, en Allemagne, puis dans les pays de l'Europe du Nord, je pense qu'ils ont des financements strictement dédiés, une enveloppe du budget pour s'assurer qu'à chaque année, il y a des films jeunesse qui se font. Tandis que nous, les films sont en compétition avec tous les autres, avec les Xavier Dolan, avec les... Ouais, c'est vrai, ça fait que c'est sûr que ça devient difficile. Et puis surtout, si on compare, normalement aussi, le box-office coûte moins cher pour les films familiales parce que les billets sont moins chers pour les enfants. Donc, il y a toujours ça en ligne de compte. C'est moins payant d'aller produire un film jeunesse, peut-être aux yeux de certains bailleurs de fonds ou producteurs. Donc, ça reste encore un défi d'en produire, je pense, des longs métrages. C'est sûr que moi aussi, là, je rêve de tabler sur des longs métrages jeunesse. En attendant, tu fais le mieux que tu peux. C'est la débrouille de produire dans un contexte où il y a aussi énormément de contenu, puis les jeunes ne vont pas nécessairement être intéressés par les contenus québécois. Puis ça, c'est ça qui est le plus... qui est le plus grand défi, tu sais, parce que je participe aussi comme jury. Ça va être ma deuxième expérience cette année pour l'Alliance Média Jeunesse, qui est un organisme qui regroupe tous les producteurs du Canada, donc anglais comme francophones. Puis eux, ils en font des études à chaque année auprès des jeunes. Qu'est-ce que les jeunes consomment comme contenu? Et puis, les jeunes connaissent en majorité tous les grandes séries, Squid Game, Stranger Things, toutes les affaires sur Netflix. Mais quand tu leur nommes les séries québécoises, c'est pas unanime qu'ils les connaissent. Ouais. Et même s'ils s'adressent à eux. Donc, tu sais, on n'est plus à l'époque de Ramdam où le Ramdam, puis ou même avant, c'était encore les contenus jeunesse allaient plus rejoindre directement leur cible parce qu'il n'y avait pas une mer puis un univers infini de contenu à dépouiller avant de tomber, ce qui s'adresse à tout. Puis c'est sûr que tu peux avoir aussi envie de consommer des trucs qui ne s'adressent pas à toi non plus, comme Squid Game. Effectivement. Je te prends peut-être au dépourvu, mais as-tu un souvenir d'avoir vu découvert un film avant tout le monde, puis de dire « Hey, ça va être quelque chose, ça va avoir un succès monstre ». C'est toujours la difficulté. Moi, j'envoie des films que je voudrais que les enfants les voient ici, mais après, c'est la difficulté d'avoir les droits de distribution ici qui soient présentés ou des fois même qu'il y ait la traduction. Donc, il y a plusieurs films que j'ai vus comme ça que j'espérais qu'ils soient présentés. Il y a un film mexicain qui s'appelle Los Lobos, qui a gagné des prix à travers le monde. C'est une petite famille mexicaine qui déménage aux États-Unis, en Floride, puis les enfants, eux, rêvent juste d'aller à Walt Disney. Puis ils apprennent une phrase en anglais, puis c'est ça, mais I want a ticket to go to Disney. Puis ils se rendent compte que leur mère, elle ne pourra pas tenir leur promesse d'aller à Disney. Elle n'a pas les moyens, elle n'a même pas de job, elle n'arrive pas ils vivent dans une petite chambre. Fait que, tu sais, c'est touchant comme film. C'est super bien joué. Puis c'est tellement ancré dans la vérité
de ce que les gens peuvent vivre entre la frontière du Mexique et des États-Unis. Donc ça, c'en est un. Il y en a aussi des films indiens que j'ai vus. Malheureusement, c'est ça. Souvent, je reste avec mes impressions parce qu'il n'y a personne d'autre que moi qui va les voir. Ouais, tu peux pas partager ça, vraiment. Puis... Ouais, j'aimerais bien que les jeunes que je côtoie puissent voir tous ces films-là. Parfois, le mieux que je peux faire, c'est juste leur partager la bande-annonce, mais c'est ça. C'est mieux que rien. Et puis, là, tu vas occuper tâche de jury sur le Festival de cinéma en famille de Québec. Qu'est-ce que ça comporte? Films, ça va bien aller. Oui, c'est ça. C'est un programme un peu plus allégé. Est-ce que, je pense que tu en as déjà vu de la programmation, as-tu un coup de cœur jusqu'à présent ou quelque chose que tu as hâte de voir là, parmi la sélection qui attire vraiment ta curiosité? Dans la sélection, moi, ce qui m'intéresse, je pense que c'est Invisible Sue, c'est celle qui m'intéresse le plus. Moi, je suis plus attirée par les films de prise de vue réelle que les films d'animation. C'est plus ce que j'aime, mais je vais en voir quand même, là, des films d'animation. Mais ma préférence va comme les Contes pour tous, finalement, avec des jeunes qui incarnent des quêtes plus grandes que nature, là, des choses que, des fois, on aurait envie de vivre en tant qu'enfant ou comme adulte, ça nous rend nostalgique. Ouais. Donc, c'est ça. Invisible Sue, c'est celui qui m'attire le plus. Vous avez vu Le Loup et le Lion, les deux, en plus, ouais. Je pense, c'est ça? Le Loup et le Lion, j'ai trouvé ça touchant. Je suis pas tellement non plus film d'animaux, mais tant qu'ils parlent pas, j'embarque. Ouais, non, mais c'est très touchant. Mais écoute, c'est vraiment pour les animaux. Là, ils sont tellement adorables et mignons à voir. Fait que... Ouais, puis pour les paysages aussi. Ouais, dans les Rocheuses, c'est bien. Ouais, effectivement, c'est beau. Mais c'est supposé se passer au Québec. Ah ouais, OK. Attends. Peut-être dans la fiction. Ça a été tourné au Québec. C'est ça. Ouais, je pense qu'il y a certains trucs qui ont été tournés au nord de Montréal. Ben, c'est très vaste de dire le nord de Montréal. Ouais, c'est ça, les Laurentides. Mais d'autres peut-être au Canada. Et au générique, il y a la SEDEC, donc... Ouais, c'est ça. Grosse coprod et tout. Puis, ouais, c'est ça, ça me fait rire parce que, tu sais, des fois, il y a des réals qui vont dire « Ah, c'est quand même difficile de tourner avec des enfants. Il y en a qui sont plus adaptés que d'autres, mais tourner avec un lionceau, ça doit quand même être rock'n'roll. » Oui, c'est ça. Puis essayer de... Je sais pas si... En fait, j'ai acheté le livre, là. Le livre sur les dessous, je voulais le lire pour en jaser avec les jeunes, mais j'ai pas encore eu le temps. Ça viendra peut-être après, mais c'est sûr que tu t'embarques dans une aventure. L'histoire de la création du film est probablement un film encore plus intéressant que le film lui-même. Là. le fait d'essayer de faire naître une amitié improbable entre un lion puis un loup. Je ne sais pas si cette relation était là initialement ou elle a été créée que pour le film, mais j'imagine que je vais l'apprendre dans le livre. De ce qu'il disait autour de la sortie du film, elle n'était pas là avant parce que le film commence et c'est vraiment des très bébés. Mais à la fin du tournage, ils étaient supposés comme les séparer puis chacun aille dans X réserve, mais ils les ont laissés ensemble finalement. Fait que, ils sont pas dans la nature, ils sont en captivité, mais ils continuent à vivre ensemble, ces deux animaux-là, genre comme si c'était des frères finalement. C'est spécial. Mais avant de conclure, au FCEQ, tu as un atelier cette année aussi qui va être à quelques occasions. C'est Québec dont vous êtes le héros. Puis j'ai cru comprendre que c'est un atelier qui va être comme sur plusieurs années ou quelque chose comme ça. Ça se peut-tu? En fait, non, l'atelier n'est pas sur plusieurs années. Le projet, le projet qui est sur plusieurs années. Mais les ateliers de cette édition-ci sont déterminants parce que c'est là où on va fixer certains éléments du scénario, puis c'est le scénario sur lequel on va travailler dans les prochains mois pour tourner le film l'année prochaine. Donc, c'est sûr que normalement, un projet avec les jeunes, c'est rare qu'on vise 2 ans. Encore là, tu sais, j'ai pas le financement non plus pour la 2e année, il faut aller chercher. Mais le projet c'est imaginé pour susciter la persévérance, puis la persévérance des jeunes, la persévérance scolaire, même si les activités ont lieu en heures parascolaires. Le but, c'est de leur faire comprendre la production d'un film dans toutes ses étapes, puis de le vivre. Donc, pas nécessairement de juste percevoir le film comme sa période de tournage. C'est sûr que la plupart des jeunes aspirent à être le personnage principal du film, mais il y a 40 jeunes qui participent au projet. Donc, moi, je veux essayer de leur faire comprendre qu'ils sont
les clés du pouvoir décisionnel. Ils sont à mes côtés. Donc, à tout moment, ils peuvent proposer des idées ou des tournures que le projet va prendre. Donc, c'est vraiment de... Ben, puis pour moi aussi, c'était l'occasion de me donner vraiment les pouvoirs de Roch Demers, finalement, de pouvoir embaucher un concepteur musical qui représente, je trouve, la ville de Québec. Donc, c'est Jérôme 50 qui est notre collaborateur musical sur le projet. Puis, de mettre dans les mains le projet, les idées, dans les mains d'un réalisateur de talent de Québec aussi. Ça va être Jimmy Petitgrou là, qui va accepter de relever le défi de mettre à l'écran les idées des jeunes. Mais c'est qu'au-delà de ça, il y a tout un processus démocratique au travers du projet. Donc, ce qu'on va concevoir pendant l'atelier, ce sont des options que le public va pouvoir voter dans notre scénario. Donc, il y a 6 scènes qui vont être à option. Puis, contrairement à ce qu'on fait normalement quand on produit un film, nos contraintes de production ressemblent pas tout à fait à celles qu'on connaît. Mettons, pour vous donner un exemple, ben pour nos 6 scènes, il faut qu'il y ait le plus de jeunes impliqués dans ces scènes-là. Donc, on veut des scènes à beaucoup de figurants. Mais tu sais, quand tu penses à un film, d'habitude, tu te dis plus « Ah non, là, ça va prendre des figurants, il faudrait penser autrement parce qu'on n'a pas nécessairement le budget pour. » Mais comme là, c'est un projet qui implique des jeunes, puis comme je vous l'ai dit plus tôt, ils espèrent tous se voir dans le film. Je ne peux pas promettre des premiers rôles à tous, mais en imaginant qu'il y aura des scènes dans les classes ou dans les scènes qui vont se passer dans une cafétéria ou dans une bibliothèque ou dans un parc public, ben là, on va pouvoir mobiliser les jeunes qui participent au projet dans le tournage des scènes en tant que figurants et ils vont vivre l'expérience pleinement parce qu'en plus, ils vont connaître le scénario, ce seront leurs idées. Donc, au mois de juin, en fait, en avril, c'est le Festival Québec BD. Donc, ce qu'on va avoir construit pendant le festival durant les ateliers va être remis à notre BDiste, Julien Dallaire-Charret. Et lui va illustrer ça pendant les semaines du mois d'avril. Et dès qu'on aura les planchettes illustrées, on va pouvoir faire voter le public. Et c'est le public et les jeunes, bien sûr, en influençant les gens à voter, qui vont déterminer le film qu'on va tourner l'automne prochain. Wow! OK. Ouais, un projet super intéressant. On va s'inspirer finalement du voyage du héros de Joseph Campbell. Alors, la structure traditionnelle, celle qu'on reconnaît dans les films comme Harry Potter ou Star Wars même. Donc, on va se structurer de cette façon-là, puis choisir les options, pas les options, mais mettre des options démocratiques à des moments clés pour faire en sorte que ça se tient, même si le personnage principal rencontre un ogre ou la dame du dépanneur, l'histoire peut se poursuivre quand même de la même manière. Mais en laissant l'option aux jeunes de proposer ces idées-là qui seront votées. Et ça rappelle, comme les plus vieux comme moi, les livres dont vous êtes le héros. Ouais, j'ai connu ça aussi. Oui, j'en ai connu un peu. Exactement. Et moi, je me suis en fait inspirée, des fois, il traîne autour de moi, c'est un livre dont vous êtes le héros, mais illustré pour enfants, que j'ai vraiment aimé quand j'étais tout petit, puis que j'ai encore. Puis c'est structuré de la même façon, vraiment comme un conte avec les mêmes étapes, là, le mentor qui donne un objet pour aider le protagoniste à atteindre sa quête. Puis ça a été fait par un cinéaste espagnol, ce petit livre-là. Donc, c'est à partir de cette idée-là que j'ai pitché le projet à Annie au Festival de cinéma en famille et elle a eu envie d'embarquer dans cette grande idée. Et ensuite, on s'est associé à d'autres entités de Québec, comme Québec BD, et puis Machine de cirque. Donc, dans les contraintes, il y a aussi, il faut qu'il y ait des artistes de cirque dans une scène. Tu sais, c'est trouver l'idée. Là, je ramène une autre chose aussi parce que Jimmy Petitgrou, durant l'automne, les jeunes ont réalisé des entrevues avec nos collaborateurs pour apprendre à les connaître. Tu sais, moi, je veux aussi que les collaborateurs professionnels ils trouvent une façon de mettre leur touche personnelle, leur signature dans le projet. Puis, on a découvert en parlant avec Jimmy que lui, son artiste, une de ses grandes inspirations, c'est Jim Henson. Okay. Donc, sachant ça, ici, on en a des compagnies de marionnettistes à Québec. Donc, on va tenter de s'associer avec un créateur de marionnettes pour avoir un peu la touche
effets spéciaux pré-Jurassic Park, puis le faire vivre aux jeunes. Mais ça, c'est que finalement, c'est un projet de long métrage avec au bout de tout ça? Non, ça va être un 20 minutes, un petit court-métrage de 20 minutes. Mais tu sais, les professionnels qui font des courts-métrages de 20 minutes, ça peut leur prendre 3 ans à les réaliser aussi, puis avoir le financement. Donc, avant d'arriver à l'idée de ton scénario, ça t'a pris des années aussi. Donc, la première année qu'on vit avec les jeunes qui est en cours, c'est une étape de recherche-idéation, puis de leur faire vivre ça aussi. Puis, ceux qui abandonnent au début, ben malheureusement, ils n'auront pas persévéré pour voir le fruit des efforts, puis leurs idées aboutir à quelque chose s'ils ont partagé. Et, en tout cas, c'est super chouette. Merde pour le projet, comme on dit. Et puis, pour ceux qui voudraient venir te jaser, tu seras présente au CLAP. Oui, ça va se passer le 8, 9 et 10, de 10h à midi. Le 9, c'est à l'Ancienne-Lorette, puis le 8 et le 10, c'est à Sainte-Foy. À Loretteville? Pas l'Ancienne-Lorette, mais oui. Et est-ce que les gens doivent s'enregistrer pour participer à l'atelier? Comment ça fonctionne? Oui, c'est ça. Tu peux aller sur le site FCEQ. .ca, je pense bien. Et vous allez cliquer sur l'activité Québec dont vous êtes le héros pour réserver vos places. C'est gratuit. Vous pouvez offrir aussi une contribution au festival, mais l'activité est offerte gratuitement et vous pourrez, bien sûr, venir influencer vous aussi le scénario de notre court-métrage collectif. Merci beaucoup, Pamela. Merci à vous. Bon festival, bon visionnement de film et bon popcorn. Bon festival à vous aussi. Merci beaucoup.